Le petit corps de Léo se raidit dans un spasme violent. Ses yeux se révulsant jusqu'à ne montrer que le blanc. De ses lèvres, qui devenaient d'un bleu sombre et terrifiant, un filet de bave s'échappa. Puis le silence. Un silence contre nature, absolu, qui glaça le sang dans les veines de toutes les personnes présentes sur la luxueuse terrasse. L'enfant avait cessé de respirer. Le chaos explosa. Alessandro Conti se jeta sur son fils, un cri étranglé mourant dans sa gorge, tandis que sa fiancée, Isabella, hurlait hystériquement. Mais au milieu de la panique, une silhouette se déplaça avec un calme glaçant. Sofia, la domestique, laissa tomber le plateau qu'elle tenait et courut vers l'enfant, ses yeux fixes, son esprit déjà au travail, car elle et elle seule avaient compris ce qui se passait. Ce n'était pas un malaise, c'était du poison. Alessandro était un homme brisé par la panique. Il tenait dans ses bras le corps flasque de son fils, hurlant son nom, essayant de le secouer, mais l'enfant ne réagissait pas. C'était comme tenir une poupée de chiffon. Autour de lui, ses invités riches et puissants n'étaient qu'un chœur de spectateurs impuissants, certains s'éloignant avec horreur, d'autres prenant leur téléphone, peut-être pour appeler à l'aide, peut-être pour filmer la tragédie. « Appelez une ambulance !» cria-t-il, mais il savait qu'ils étaient à 30 interminables minutes de la ville la plus proche. Isabella, sa future femme, était à ses côtés, mais ses cris de « Faites quelque chose !» semblaient vides, une performance théâtrale face à la réalité crue d'un enfant qui se mourait. Sofia ne perdit pas une seconde. Son cerveau, entraîné par sa grand-mère herboriste à reconnaître les signes de la nature, avait identifié les symptômes. La cyanose rapide, les convulsions. C'était le laurier rose. Elle le savait. Ignorant le chaos, elle courut vers la cuisine, son esprit travaillant déjà à une vitesse incroyable, cherchant dans sa mémoire ancienne la recette du seul antidote d'urgence possible. Son humiliation de quelques heures plus tôt, quand Alessandro l'avait fait taire, était oubliée. Désormais, une seule chose comptait, sauver la vie de cet enfant, même contre la volonté de son père. Elle ne perdit pas de temps à chercher des herbes ou des plantes spécifiques. Elle savait qu'elle avait besoin d'un absorbant puissant, quelque chose qui pourrait capturer le poison dans l'estomac de l'enfant avant qu'il n'entre complètement en circulation. Elle se dirigea vers la grande et ancienne cheminée de la cuisine. Elle attrapa une poignée de charbon de bois encore froid et le jeta dans un mortier en marbre. Puis, du garde-manger, elle prit une bouteille de la meilleure huile d'olive d'Alessandro. Avec la force du désespoir, elle commença à piler le charbon, le réduisant en une poudre très fine et noire, ses mains se salissant tandis qu'elle travaillait fébrilement. Pendant qu'elle pilait, son esprit était lucide. Le charbon actif, elle le savait, était l'un des absorbants les plus puissants de la nature. L'huile d'olive servirait à rendre le mélange ingérable et à créer une pellicule protectrice sur les parois de l'estomac, ralentissant encore l'absorption du poison. C'était un remède grossier, quasi médiéval, mais c'était la seule et désespérée chance qu'ils avaient. Elle mélangea la poudre noire avec l'huile jusqu'à créer une pâte sombre et épaisse. Puis, elle attrapa une seringue sans aiguille qu'elle utilisait pour donner les médicaments à l'enfant et la remplit de ce mélange inquiétant qui ressemblait plus à de la boue qu'à un médicament. Elle retourna en courant sur la terrasse, où la scène était un pur chaos. Alessandro essayait de réanimer son fils, mais de manière maladroite, dictée par la panique sans aucune efficacité. Isabella continuait de hurler, une performance de désespoir qui commençait à paraître suspecte. Sofia ne demanda pas la permission. Elle se fraya un chemin avec force, écartant doucement mais fermement le père. « Écartez-vous, monsieur. Je sais quoi faire. » Ces paroles étaient un ordre, pas une demande, chargée d'une autorité que personne ne lui avait jamais entendue. Isabella tenta de l'arrêter, la saisissant par le bras, voyant son plan échouer de manière si inattendue. « Folle, ne le touchez pas. Vous voulez le tuer avec cette saleté noire ?» cria-t-elle, la panique dans sa voix qui, pour la première fois, était authentique, la panique d'un assassin découvert. Mais Alessandro, voyant la certitude absolue, presque surhumaine dans les yeux de Sofia, et se souvenant de son avertissement de quelques heures plus tôt, eut une illumination. Un terrible et glaçant soupçon se fraya un chemin dans son esprit. Il fit confiance à son instinct. « Laissez-la faire », rugit-il à Isabella, la repoussant avec une force qu'il ne se connaissait pas. D'une main ferme, Sofia ouvrit la bouche du petit Léo et, lentement, lui administra la pâte de charbon et d'huile, priant, pour qu'il ne soit pas trop tard, que le poison n'ait pas déjà atteint le cœur.
C'était un pari contre la mort, basé sur un savoir ancien. Si cette scène dramatique a déjà capté votre attention, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune seconde de cette histoire incroyable. Écrivez-nous dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Nous sommes si proches de notre rêve d'atteindre les 1000 abonnés et avec votre aide, nous pouvons y arriver. Votre soutien est tout pour nous. Pendant que l'antidote grossier faisait son travail, l'esprit d'Alessandro revint en arrière, à quelques heures plus tôt, à ce matin-là où la tension dans sa villa était déjà palpable. Un bonheur forcé, mince comme une plaque de glace prête à se fissurer, flottait dans l'air. Il souriait à sa splendide fiancée, Isabella, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Depuis des semaines, sa maison était devenue un champ de bataille silencieux, une guerre froide, menée à coups de regards glaciaux entre Isabella, la future maîtresse des lieux, et Sofia, la gouvernante qui ne lui faisait pas confiance. Sofia Rossi, à 35 ans, avait un visage doux, mais ses yeux étaient incroyablement observateurs et chargés d'une inquiétude constante. Elle était plus qu'une simple gouvernante. Elle avait été la confidente de sa défunte femme, et maintenant, elle se sentait la gardienne de sa mémoire et de son fils. Elle venait d'un petit village des montagnes de la Barbagia, et portait avec elle un héritage invisible, une profonde connaissance des remèdes de grand-mère. Elle savait quelles plantes guérissent, et lesquelles, comme le laurier rose qui poussait à profusion dans le jardin, tuent. Isabella Moretti, à 30 ans, était un chef-d'œuvre de beauté et de manipulation. Elle se présentait au monde comme la belle-mère parfaite, une femme aimante prête à reconstruire cette famille brisée. Mais sous cette façade, elle était consumée par une avidité froide. Elle voulait la fortune des Conti, toute pour elle. Et Léo, par son existence, était le seul obstacle. Un obstacle qu'elle avait décidé d'éliminer avec les belles baies rouges qui poussaient à quelques mètres d'eux. Alessandro, à 45 ans, était un homme d'affaires prospère mais émotionnellement vulnérable. Aveuglé par la beauté d'Isabella, il était désespéré à l'idée de reconstruire un semblant de famille pour son fils. Les avertissements constants de Sofia sur la nature calculatrice de sa fiancée ne faisaient que l'irriter. Il les voyait comme une attaque contre son choix, contre sa chance d'être à nouveau heureux, et son ressentiment envers la gouvernante grandissait de jour en jour. Peu avant le déjeuner, la tension avait explosé. Sofia, angoissée, s'était approchée de lui. « Monsieur, pardonnez-moi », avait-elle dit, la voix urgente. « Je viens de voir Madame Isabella près du buisson de laurier rose. Elle cueillait des baies. Monsieur, cette plante est un poison pur. Elle ne devrait pas s'approcher, surtout pas avant de toucher le bébé. » Pour Alessandro, ce fut la goutte qui fit déborder le vase. « Assez, Sofia !» avait-il tonné, l'humiliant. « J'en ai assez de vos superstitions de paysanne. Isabella ne faisait que cueillir une fleur. Si j'entends un mot de plus contre elle, vous êtes renvoyé. » Ces paroles, maintenant, résonnaient dans sa tête comme une condamnation, la preuve de sa terrible, presque fatale, cécité. Tandis que les ambulanciers, enfin, arrivés, trouvaient un Léo stable. Bien que dans un état critique et l'emmenèrent d'urgence, la police commença à isoler la scène. Le cauchemar n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Et Alessandro réalisa qu'il était le seul témoin d'un avertissement ignoré et d'une tentative de meurtre presque réussie. Sa parole, désormais, serait la seule arme pour sauver Sofia d'une accusation qui, il en était certain, était sur le point de lui tomber dessus. Que Dieu vous bénisse. L'arrivée des ambulanciers fut une intrusion d'ordre scientifique dans le chaos primordial qui s'était déchaîné. Ils trouvèrent Léo pâle, faible, mais stable. Le médecin d'urgence, un homme expérimenté et sans fioriture, examina rapidement la situation, écoutant le récit confus d'Alessandro et regardant avec scepticisme la seringue sale de noir que Sofia tenait encore à la main. « Du charbon ?» demanda-t-il, perplexe. « C'est une méthode ancienne, mais on dirait que ça a marché. Ça a absorbé une bonne partie de la toxine, lui donnant une chance. Vous avez agi juste à temps. » Alors qu'ils emportaient Léo sur une civière vers l'hélicoptère de secours, ces mots restèrent suspendus dans l'air, une étrange validation de la sagesse de Sofia. Mais Isabella, qui avait tout entendu, comprit que cette validation était sa condamnation et qu'elle devait agir vite pour la transformer en accusation. Tandis que l'hélicoptère décollait, emmenant Alessandro et son fils vers l'hôpital, la villa se transforma officiellement en scène de crime. La police locale arriva, isolant la terrasse avec du ruban jaune, commençant à interroger les invités restants et le personnel.
Isabella, au lieu de suivre son fiancé et l'enfant à l'hôpital, choisit de rester, se transformant immédiatement en la victime principale, le témoin clé. Sa performance fut magistrale. Elle pleurait, tremblait, se montrait anéantie par la douleur et le choc, gagnant immédiatement la sympathie des agents. Et elle commença à tisser sa toile de mensonges avec une expertise diabolique. « C'est elle », sanglota-t-elle en désignant Sophia, qui avait été mise à l'écart, sale de jus et de pâte de charbon, l'image parfaite d'une coupable. La gouvernante. Elle est obsédée par mon fils. Elle a toujours été jalouse de ma relation avec lui. Et elle fait des choses étranges. L'agent qui l'interrogeait, un homme du pays habitué aux querelles de village, l'écoutait attentivement, suspendu à ses lèvres. Je l'ai vu moi-même ces derniers jours faire d'étranges mélanges avec les plantes du jardin. Elle a dû mettre quelque chose dans le jus de Léo, quelque chose pour le rendre malade, et puis elle a fait semblant de le sauver pour passer pour une héroïne. Elle voulait me discréditer, me faire passer pour une mère incompétente aux yeux d'Alessandro. L'accusation était aussi absurde que géniale dans sa cruauté. Elle renversait complètement la réalité, utilisant les mêmes éléments de la vérité pour construire un mensonge quasi inattaquable. L'intervention de Sophia n'était plus un acte de courage, mais la partie finale d'un plan prémédité. Sa connaissance des herbes n'était plus de la sagesse, mais de la sorcellerie. C'était la parole d'une riche et charmante dame, future épouse d'un homme puissant, contre celle d'une humble gouvernante sarde, isolée et sans personne pour la défendre. Et dans ce monde, dans ce contexte social, la balance de la crédibilité penchait entièrement d'un côté. Épuisée, soûle. Le choc et terrifiée pour le sort de Léo, Sophia tenta de se défendre. Elle essaya d'expliquer l'avertissement qu'elle avait donné à Alessandro, le laurier rose, sa connaissance héritée de sa grand-mère. Mais ses paroles, dans cet état d'agitation, sonnaient confuses, désespérées, presque comme les divagations d'une folle. L'avertissement à Alessandro, une excuse inventée après coup. Sa connaissance, un aveu de culpabilité, la preuve qu'elle savait comment manipuler les plantes pour faire du mal. Chaque défense devenait, entre les mains habiles d'Isabella, un autre chef d'accusation. À l'hôpital, Alessandro vivait son enfer personnel. Léo était en soins intensifs, stable, mais sous étroite surveillance. Les médecins confirmèrent l'empoisonnement au laurier rose et louèrent la promptitude de l'intervention au charbon actif, qui avait limité les dommages au cœur de l'enfant. Mais lorsque la police le rejoignit pour l'interroger, le monde d'Alessandro s'effrita davantage. Ils lui rapportèrent la version d'Isabella, les terribles accusations contre Sophia, et un instant le doute, cette graine vénéneuse, s'insinua dans son esprit. Était-ce possible? Était-il possible que Sophia, la femme qui semblait si dévouée, ait tout manigancé? Son esprit logique d'homme d'affaires, habitué à se méfier, à chercher l'arrière-pensée dans chaque action, luttait contre son instinct, contre l'image de la certitude dans les yeux de Sophia alors qu'elle se battait pour la vie de son fils. Mais l'accusation d'Isabella, aussi monstrueuse soit-elle, avait sa propre cohérence perverse. Et lui, Alessandro, était l'homme qui, quelques heures plus tôt, avait humilié Sophia, refusant de l'écouter. Peut-être était-ce sa vengeance? Il se sentit sombrer dans un abîme d'incertitude. Dans les jours qui suivirent, alors que Léo se remettait miraculeusement bien, la situation juridique de Sophia se dégrada. Elle fut formellement accusée de tentative de meurtre et placée en détention provisoire. Le témoignage d'Isabella était accablant. Alessandro, partagé et confus, ne parvint pas à prendre une position claire, et son silence fut interprété comme une accusation. Sophia était seule, abandonnée de tous, dans une cellule froide, son acte héroïque transformé en sa condamnation. Isabella, pendant ce temps, jouait le rôle de la fiancée dévouée et de la belle-mère aimante. Elle passait ses journées à l'hôpital aux côtés d'Alessandro, le consolant, le soutenant, devenant indispensable pour lui. Elle avait presque atteint son but. Léo avait survécu, mais sa rivale était éliminée. Il ne lui restait plus qu'à s'assurer qu'elle resterait en prison pour toujours. Et pour ce faire, elle avait besoin d'une preuve définitive, quelque chose qui aille au-delà de son témoignage. Elle décida de créer cette preuve. Elle savait que Sophia gardait dans sa chambre, parmi ses quelques affaires, un vieil herbier de sa grand-mère, un cahier usé où étaient dessinées et décrites des dizaines de plantes. Sous prétexte de devoir récupérer des effets personnels pour la police,
Elle obtint la permission d'entrer dans la chambre sous scellé de la gouvernante, accompagnée d'un agent. Pendant que l'agent était distrait d'un mouvement fulgurant, elle inséra entre les pages du livre une feuille qu'elle avait préparée à l'avance. Sur cette feuille, elle avait décalqué d'un livre de botanique le dessin d'une branche de laurier rose, et en dessous, d'une écriture qui imitait maladroitement celle de... Sophia, elle avait écrit des phrases glaçantes. Dose pour un petit enfant. Confond les médecins. Ressemble à une crise cardiaque. Le charbon comme remède pour gagner du temps et la confiance. C'était un plan diabolique, écrit noir sur blanc. Elle oublia la feuille dans le livre, certaine que la police la trouverait. Et ce fut le cas. Lors d'une perquisition plus approfondie, la feuille fut découverte. Pour les enquêteurs, ce fut le pistolet fumant, la preuve de la préméditation. L'affaire contre Sophia semblait close. Sa condamnation n'était plus qu'une formalité. Isabella avait gagné. Elle avait éliminé l'obstacle, assuré son avenir et transformé une héroïne en monstre aux yeux du monde et surtout aux yeux de l'homme que toutes deux voulaient. Alessandro, quand on lui montra cette nouvelle preuve accablante, sentit sa dernière parcelle d'espoir mourir. Il se rendit à l'évidence. Sophia l'avait trompé. Il était tombé dans le piège d'une manipulatrice encore plus habile qu'il ne le pensait. Son cœur se durcit. Sa déception se transforma en une colère froide. Il décida de l'oublier, de l'effacer de sa vie et de se concentrer sur son avenir avec Isabella. Mais il ne savait pas que la vérité a une étrange façon de refaire surface, souvent dans les détails les plus insignifiants. Le procès commença quelques semaines plus tard, un événement médiatique qui attira des journalistes de toute l'Italie. L'histoire était trop juteuse pour être ignorée. La gouvernante, diabolique, l'enfant innocent, la fiancée héroïque et le milliardaire au cœur brisé. Sophia était assise sur le banc des accusés, pâle et amaigrie. Son innocence, une armure invisible contre les regards accusateurs de la salle. Son avocat, commis d'office, un homme fatigué et surchargé de travail, lui avait donné peu d'espoir. Les preuves étaient trop solides. Isabella fut le témoin clé de l'accusation. Elle monta à la barre, vêtue d'une robe sobre et coûteuse, son visage une œuvre d'art de douleur et de dignité. Elle raconta sa version des faits avec une précision et une émotion qui charmèrent le jury. Elle parla de la jalousie de Sophia, de ses bizarreries avec les herbes, de son avertissement sur le laurier rose, le dépeignant comme la preuve qu'elle planifiait déjà l'empoisonnement. Et puis le coup de grâce, la feuille trouvée dans son herbier. Son témoignage fut dévastateur, une performance digne d'un Oscar qui semblait avoir scellé le destin de Sophia. Alessandro assistait au procès depuis un banc au premier rang, un automate dans un costume sombre. Chaque parole d'Isabella était un clou planté dans le cercueil de sa confiance. Il s'était convaincu de la culpabilité de Sophia et sa présence n'était qu'un devoir, un témoignage silencieux de la trahison subie. Pourtant, tandis qu'il écoutait, une petite et agaçante incohérence continuait de le tourmenter, un détail que son esprit logique n'arrivait pas à placer. C'était l'éraflure. Il s'en souvenait parfaitement. Ce jour-là, sur la terrasse, quand il avait saisi la main d'Isabella pour l'empêcher d'arrêter Sophia, il avait remarqué une éraflure rouge et fraîche sur sa paume. Elle, remarquant son regard, avait dit « ce matin », en cueillant une rose pour la table. Une explication plausible qu'il avait acceptée sur le moment. Mais maintenant, cette explication lui semblait fausse. Pourquoi une éraflure de rose se trouverait-elle sur la paume et non sur le dos de la main? Ce petit détail, cette éraflure, insignifiante, devint son obsession. Pendant une suspension d'audience, au lieu d'aller déjeuner, il se dirigea vers sa villa, maintenant sous scellé mais à laquelle il avait accès. Guidé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas, il alla dans le jardin. Il s'approcha d'abord de la roseraie. Les épines étaient longues, acérées, mais tournées vers l'extérieur. Pour s'égratigner la paume, il aurait fallu qu'elle saisisse la branche avec force. Possible, mais étrange. Puis, son regard tomba sur le buisson de laurier rose près de la fontaine. C'était une plante différente. Elle n'avait pas d'épines sur les branches, mais ses feuilles étaient dures, coriaces, et les branches les plus basses, d'où se détachaient les baies, étaient entrelacées et rigides. Il se pencha. Il imagina la scène. Pour cueillir les baies les plus cachées, il fallait glisser une main entre les branches. Et si une branche avait claqué en arrière, elle aurait frappé exactement la paume de la main. Un frisson glacial lui parcourut le dos. C'était une théorie folle basée sur une éraflure.
Mais c'était un début. Il courut à son bureau et alluma son ordinateur portable. Il se mit à examiner les photos que la police avait prises sur la scène du crime. Il zooma sur les images de la table, de la chaise haute, de chaque détail, et puis il le vit. Sur une photo haute résolution du gobelet de Léo, tombé par terre pendant le chaos, il remarqua quelque chose que personne n'avait vu. Sur le bord en plastique, près du bec, il y avait une minuscule tache verdâtre presque invisible. Ce n'était pas du jus d'orange. On aurait dit de la sève d'une plante écrasée. Son cœur se mit à battre la chamade. Le poison n'était pas dans le jus, il était sur le gobelet. Il avait été étalé sur le bec pour que l'enfant l'ingère directement, sans altérer le goût de la boisson. C'était une méthode d'une cruauté et d'une intelligence diabolique. Et cela expliquait tout. Cela expliquait pourquoi Isabella avait insisté pour prendre elle-même le jus, en couvrant le gobelet de sa main. Mais il lui en fallait plus. Il lui fallait une preuve irréfutable. Et il pensa à la feuille, la preuve reine de l'accusation. L'écriture. Elle ressemblait à celle de Sophia, mais elle était maladroite, comme si quelqu'un avait essayé de l'imiter. Qui pouvait avoir un échantillon de l'écriture de Sophia? Lui-même. Sophia lui laissait chaque jour un mot sur la table de la cuisine, avec le compte-rendu de la journée de Léo. Il courut à la cuisine. Les mots étaient toujours là, soigneusement empilés. Il en prit un et le plaça à côté de la photo de la feuille incriminée qu'il avait sur son téléphone. Même à un œil non averti, les différences étaient évidentes. Le G de Sophia était toujours ouvert, celui de la feuille était fermé. Le A était différent. C'était une imitation, mais une imitation imparfaite. Les mains tremblantes d'adrénaline, il appela son avocat. « Arrête tout », dit-il, sa voix dure comme de l'acier. « J'ai trouvé quelque chose qui va complètement changer ce procès. » Le lendemain, l'avocat de Sophia demanda à rappeler Alessandro à la barre. La salle était tendue. Isabella le regardait avec un sourire d'encouragement, sûr qu'il confirmerait son témoignage. Mais Alessandro ne la regarda pas. Il regarda le jury. Avec un calme glacial, il présenta ses découvertes. Il parla de l'éraflure, de sa théorie sur le laurier rose. Il montra l'agrandissement de la photo du gobelet avec la tache de sève. Et puis il montra la comparaison graphologique, expliquant les différences que seule une personne connaissant bien l'écriture de Sophia aurait pu remarquer. La salle était muette. Isabella, au premier rang, devint blanche comme un fantôme. Elle se mit à secouer la tête, à nier, mais la panique dans ses yeux était un aveu. L'avocat de l'accusation tenta de s'opposer, de qualifier ces théories de délire d'un homme bouleversé. Mais Alessandro n'avait pas fini. Il lâcha la bombe finale. « Il y a une dernière chose », dit-il en s'adressant directement à Isabella, la forçant à le regarder. « Le jour de l'incident, tu m'as dit que tu t'étais éraflé avec une rose. Mais moi, ce matin-là, je t'ai vu. Je t'ai vu depuis mon bureau. Tu n'étais pas près de la roseraie. Tu étais exactement à côté du laurier rose. Et tu ne cueillais pas une fleur. Tu écrasais quelque chose entre tes doigts. Le mensonge, si petit et insignifiant, devint la pierre qui fit s'effondrer tout le château. Isabella se leva d'un bond. « Ce n'est pas vrai. Il ment. Il est fou. Vous le voyez tous !» hurla-t-elle, son masque de perfection se brisant, révélant le monstre hystérique qui se cachait en dessous. Mais il était trop tard. Sa réaction, si violente et désespérée, fut sa condamnation. Le jury la regardait avec une nouvelle expression, non plus de l'admiration, mais de l'horreur. Alessandro se tourna vers Sophia, qui le regardait les larmes aux yeux, incrédule. Et, devant toute la salle, devant le monde entier, il s'agenouilla. Pas littéralement, mais par ses paroles. « Tu m'avais prévenu, » dit-il, sa voix se brisant de remords. « Et je t'ai humilié. Tu as sauvé mon fils, pendant que je regardais, aveugle et stupide. Pardonne-moi, Sophia, je t'en prie, pardonne-moi. » Puis il se releva, se tourna vers le juge, et désignant Isabella, dit d'une voix qui n'admettait aucune réplique, « C'est elle. Arrêtez-la. Elle a essayé de tuer mon fils. » L'humiliation d'Isabella fut totale, publique, anéantissante, démasquée par sa propre ignorance et par la sagesse de la femme qu'elle avait tenté de détruire. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. La confession publique d'Alessandro fut comme une détonation qui fit s'effondrer tout l'édifice accusatoire. Isabella, confrontée aux preuves logiques et aux témoignages,
accablant de son propre fiancé, s'effondra. Ses hurlements hystériques dans la salle d'audience se transformèrent en un aveu complet lors de l'interrogatoire. Elle fut arrêtée immédiatement, son image de perfection détruite à jamais, remplacée par la photo d'identité judiciaire qui fit le tour de tous les journaux télévisés. Sa chute fut aussi spectaculaire que son ascension. La justice, bien que tardive, était arrivée. Sofia fut acquittée de toutes les charges, son innocence proclamée devant la nation entière. Mais en sortant du tribunal, elle ne se sentit pas victorieuse. Elle se sentit épuisée, vidée. Le cauchemar était terminé, mais les cicatrices restaient. Alessandro l'attendait dehors, entouré d'un mur de journalistes. Il s'approcha d'elle, son visage un mélange de soulagement et d'une honte profonde, presque douloureuse. « Rentrons à la maison », lui dit-il simplement, la protégeant de son corps et la guidant vers la voiture qui les attendait. Le trajet de retour à la villa fut silencieux, mais c'était un silence différent, non plus chargé de tension mais de possibilités. Quand ils arrivèrent, la première chose que fit Sofia fut de courir dans la chambre de Léo. L'enfant, qui avait été gardé par l'ancienne nounou d'Alessandro, lui sourit et tendit les bras. Le prendre dans ses bras, sentir sa chaleur, son odeur de bébé, fut comme recommencer à respirer après une longue apnée. C'était sa seule et véritable compensation. Dans les jours qui suivirent, Alessandro fit tout pour réparer son erreur. Il lui offrit une somme d'argent énorme, assez pour vivre sans plus jamais travailler. Mais Sofia refusa. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur », lui dit-elle calmement. « Je veux seulement ma dignité et la possibilité de continuer à m'occuper de Léo. » Sa réponse, si simple et si noble, ne fit qu'accroître le sentiment d'admiration et de dette d'Alessandro envers elle. Il comprit qu'il ne pouvait pas la rembourser avec de l'argent. Il devait la rembourser par des actes. « Alors restez, lui dit-il. Mais pas comme mon employé, restez comme la gardienne de cette famille, comme mon égale. » Il lui donna carte blanche pour gérer la maison, mais surtout, il commença à l'inclure dans chaque décision concernant Léo, écoutant ses conseils non plus comme les paroles d'une servante, mais comme la sagesse d'une personne en qui il avait plus confiance qu'en quiconque au monde. Ils commencèrent à construire une nouvelle vie, brique par brique, sur les cendres de l'ancienne. Alessandro apprit à faire à nouveau confiance, non pas aux apparences, mais au cœur. Il apprit de Sofia à lire les signes, à comprendre les langages non dits, à valoriser la loyauté et la bonté d'âme plus qu'un joli visage. Il cessa d'être seulement le patron et commença à être un ami, un confident. Leur relation, forgée dans le feu de cette terrible épreuve, se transforma lentement en quelque chose de plus profond. L'admiration devint de l'affection devint de l'amour. Un amour né du respect mutuel, du partage d'un traumatisme et de la joie de voir grandir ensemble l'enfant qu'ils avaient tous deux sauvé. Ce fut un processus lent, naturel, sans grande déclaration, fait de dîners préparés ensemble, de promenades dans le jardin, de soirées passées à regarder Léo dormir. Ce fut 1 an plus tard, lors du 2e anniversaire de Léo, qu'Alessandro, devant quelques amis proches, prit la main de Sofia. « Il y a 1 an, dit-il, la voix pleine d'émotion. J'ai failli tout perdre à cause de mon aveuglement. Mais j'ai aussi gagné la chose la plus précieuse. J'ai gagné une seconde chance d'être un bon père, et j'ai trouvé une femme extraordinaire qui m'a réappris à voir. Sofia, veux-tu devenir officiellement partie de cette famille? Veux-tu m'épouser » Le oui de Sofia fut murmuré, mais il résonna dans toute la pièce, une affirmation de vie et d'espoir. 2 ans plus tard, la villa est un lieu méconnaissable. Ce n'est plus un musée de design froid, mais une maison chaleureuse et pleine de vie. Une partie du luxuriant jardin a été transformée par Alessandro en un grand jardin botanique dédié aux plantes médicinales de Sardaigne, un hommage à la sagesse de Sofia et de sa grand-mère. Sofia, désormais une experte respectée, donne de petits cours gratuits à la communauté locale, enseignant aux jeunes mères les remèdes de grand-mère, comment reconnaître les plantes, comment les utiliser pour soigner les petits maux de leurs enfants. Elle a transformé son savoir secret en un don pour tous. Léo, maintenant un enfant en bonne santé et bavard de 3 ans, court joyeusement entre les parterres, apprenant le nom des plantes de sa maman. Alessandro, non plus le milliardaire distant, mais un mari et un père présent, les regarde depuis la terrasse, un sourire serein sur le visage. Ils ont transformé un acte de pure méchanceté en un héritage de soins et de connaissances. Ils ont prouvé que la vraie sagesse, parfois, ne réside pas dans la richesse ou l'éducation formelle, mais dans des savoirs anciens transmis de génération en génération.
et que dans les moments de vie ou de mort, le courage et l'intuition d'un cœur pur sont plus puissants que le plus beau et le plus séduisant des mensonges. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous qu'Alessandro n'était qu'une victime de la manipulation d'Isabella, ou son arrogance initiale envers Sofia le rend-elle en partie coupable de ce qui s'est passé? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que la sagesse du cœur peut triompher de tous les mensonges. Abonnez-vous pour plus d'histoires où la justice triomphe toujours. Commentez, la sagesse l'emporte, si vous aussi, vous avez été touché par cette fin.